Alors, je vois que Arnaud, non seulement donne l'exemple de la marche à suivre, mais a une question à poser. Tu peux ouvrir ton micro et la poser, s'il te plaît. J'ai une première question pour Yann. Je voudrais connaître la réaction des autorités à l'action du collectif Antes del Olvido, savoir s'ils ont condamné, voire encouragé. Hein. En tout cas, c'est ce qui se passe à Mexico. Et puis, j'ai une question pour Audrey. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le contexte politique, social de la décapitation de Joséphine en 91 et si, à cette date-là, les statues de Schœlcher avaient déjà été attaquées? Merci. Donc Yann en premier et puis Audrey dans la foulée. Merci beaucoup Arnaud pour ta question. Alors, à ce que je sache, les autorités n'ont pas réagi directement aux actions du collectif. Néanmoins, elles ont laissé en fait le Consejo de Monumentos Nacionales décider du sort du monument Baquedano, et c'est plutôt ce Consejo qui a pris contact avec les fondateurs du collectif, parce que ce conseil s'est occupé dans un premier temps de vouloir réconcilier les Chiliens avec ce Monumento Baquedano qui avait été problématique, en faisant des visites sur place, un peu à la manière des ateliers du collectif. Et ensuite, ils ont coordonné, ce conseil, il a coordonné des événements culturels en partenariat avec des musées de la ville et des fondations, des musées de la ville, avec pour des interventions de ce collectif. Donc voilà, surtout à travers des interventions type charla culturelle dans des fondations. Audrey, en ouvrant le micro. Alors merci pour les questions. En 91, en fait, bon, il y a plusieurs contextes. Je pense qu'un des points importants, c'est que c'est un peu la fin, c'est le moment du déclin de tout le secteur nationaliste indépendantiste en Martinique. Et pour certains, cette décapitation, c'est un peu le barreau d'honneur. Même si officiellement ça n'a pas été, on ne sait pas qui exactement a décapité la statue, ce qu'on a fait de la tête d'ailleurs, c'est tout un grand mystère autour de la tête. Mais c'est un peu vu comme le barreau d'honneur des milieux indépendantistes et nationalistes en Martinique qui sont très actifs dans les années 80, et voilà, c'est un peu le moment du déclin. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'action, en tout cas majeure, contre les statuts de Victor Schœlcher, qui en fait n'est pas du tout une figure contestée. Et ce que je n'ai pas dit et qui ajoute un peu au paradoxe des destructions de Schœlcher aussi, c'est que concrètement, le rôle des esclaves dans leur propre libération, la distance par rapport à un schœlcherisme glorieux est très présent en fait en Martinique depuis plusieurs décennies. Donc il y avait quelque chose de peu compréhensible a priori dans cette destruction, parce que précisément le travail autour de, oui, mais enfin, c'est pas Schœlcher qui a libéré les esclaves, en tout cas pas tout seul, était fait un peu partie maintenant du sens commun des gens en Martinique et depuis plusieurs décennies. Et en tout cas, voilà, donc c'est pas une statue qui était particulièrement ciblée. Et je pense qu'il y a de manière générale une certaine indifférence. Et quand j'ai entendu, moi j'étais à Paris, quand j'ai entendu que la statue de Victor Schœlcher avait été détruite, je me suis dit, mais elle est où déjà cette statue? J'avais du mal à situer cette statue, tant elle est peu visible, tant elle était peu visible. Voilà. Merci beaucoup Audrey. Merci. Alors, j'ai une question en ligne. Mon microphone ne marche pas. Je vais ouvrir l'espace conversation. Je pose une question générale aux intervenants. Le démontage, le changement ou la rénovation des statues est-il révélateur de nouvelles interprétations du passé? Donc, peut-être Emmanuel, oui. Peut-être par Emmanuel qui... Oui, alors bon, c'est une vaste question, hein, ce lien entre la relecture du passé et puis la transformation qui peut aller jusqu'à la destruction du monument. Moi, il me semble que
dans les trois cas, et c'est d'ailleurs le sens d'une question que je voulais poser, ce qui compte, c'est le lien à la temporalité que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire selon que cette temporalité est la promesse d'un changement majeur. On l'a vu pour l'occupation de la place est très présent, alors c'est pas une temporalité révolutionnaire, mais on s'en approche, on a un mouvement mondial, effectivement, lié à Black Lives Matter, qui ouvre là aussi de nouveaux possibles. On a aussi, d'autre part, une temporalité commémorative. Là, on l'a vu avec la statue de Joséphine et la destruction surtout de la statue de Victor Schœlcher, qui, de mémoire, intervenue le 22 mai, c'est-à-dire la date anniversaire du soulèvement d'esclaves de 1848. Donc c'est ce choc des temporalités, à mon avis, qui rend possible l'action sur les monuments. Parce que le rapport au passé, à mon avis, c'est un peu autre chose, et c'est des choses plus souterraines. Voilà. J'en profite du coup, puisque j'ai la parole pour ajouter une question. Mais non, peut-être que ce serait mieux de répondre tout de suite. Vas-y, après, reprendre la parole. Ouais, ok, voilà. En tout cas, la question que je voulais poser, c'était, Ayane, à propos justement de ce travail autour de la statue, qui, à mon avis, relève de deux logiques un petit peu différentes. C'est-à-dire, il y a une logique iconoclaste, c'est vrai, il y a aussi une logique d'appropriation du monument qui est plus générale, et qui me fait penser à ce que l'anthropologue Daniel Fabre appelle « habiter le monument ». C'est-à-dire, par exemple, dans des mouvements d'occupation des places, sans qu'il y ait de volonté d'attaque du monument, parfois même on sacralise le monument, je pense à la place de la République, après les attentats, ou après les manifestations, où on ajoute des graffitis, tout en, d'une certaine manière, rendant hommage au monument. Donc qu'est-ce qui relève de cette manière d'habiter le monument, d'une part, et d'autre part, vraiment, de l'iconoclasme, qui, à mon avis, s'entrecroise là, et que c'est assez intéressant. Bien sûr, enfin, tout était intéressant, de toute façon, de manière générale. Merci beaucoup. Je pense que, justement, dans cet entrecroisement de revendications, est-ce qu'on est dans l'iconoclasme, est-ce qu'on est dans, comme vous l'avez dit, habiter le monument. En fait, on a là, je pense, la diversité aussi des revendications qui ont été celles des habitants de Saint-Pierre à ce moment-là. Et on l'a vu notamment au fil de la temporalité, parce que l'estallido a été coincé dans une limite temporelle qui a été à ce moment-là d'octobre 2019 jusqu'à mars 2020, où après les manifestations ont dû s'arrêter à cause des premiers confinements. Le mouvement a continué ensuite, mais il y a vraiment eu ce marquage temporel. Et donc déjà au cours de cette période, les formes d'appropriation du monument et les stigmates, on va dire, qu'on a pu voir sur le monument ont été de diverses formes. Il y en a qui étaient complètement pacifiques, effectivement, comme ces draps blancs qui ont été tendus sur toute la place avec le mot « paix » écrit dessus, et d'autres qui, beaucoup plus violemment, sur la fin de la période et après sur 2020-2021, comme je le disais à un moment, sont allés attaquer directement. On va dire que avant, au moment de l'estallido, ces quelques mois, il n'y avait pas eu d'attaque directe du bronze qui était la statue. Et le conseil justement de restauration des monuments explique que une restauration est obligatoire car à force de chevaucher la statue, de choses comme ça, il y a eu des dégradations qui ont fait que le bronze a coulé et qu'il a fallu le restaurer pour éviter l'effondrement. Mais les violences armées, on va dire, par exemple avec la scie électrique ou un chalumeau, sont apparues beaucoup plus tard. Donc je pense qu'il y a vraiment une évolution, une radicalisation et une diversité des formes d'intervention, et que on le voit bien au moment où encore aujourd'hui on aurait pu étendre la conclusion et l'ouverture sur la période actuelle, mais vraiment ultra contemporaine, c'est que une fois la statue déboulonnée, les manifestants ont continué à investir la place, et qu'on ne serait pas dans ce cas-là comme dans l'exemple que vous avez cité, une manière d'habiter le monument, mais bien habiter un espace, une place au-delà du monument. Le monument serait en fait un lieu de rassemblement, de concentration, mais le rassemblement continue à vivre sans celui-ci. Merci. Tu veux ajouter quelque chose, Sandra? Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de déboulonnement, donc, mais en effet, c'est une façon de faire revivre les passés traumatiques. Parce qu'en effet, ces statues représentent
une classe sociale, vous voyez, on pense à São Paulo, hein, ça a été demandé en fin du 19e siècle par cette classe sociale, la construction, donc c'était prévu par et pour, et ces contestations sont très récentes, quoique dans les années 70, il y a eu, même lié à la dictature militaire, donc des images qui ont été couvertes, les têtes ont été couvertes en faisant référence aux tortures, donc rien à voir avec les Amérindiens. Là, en effet, cette symbologie pèse très lourd pour les Amérindiens dans l'actualité, d'autant plus qu'il y a ces grands dossiers, disons, qu'il y a la démarcation de terre, qui n'avance pas, au contraire, qui recule dans le gouvernement Bolsonaro. Donc c'est pour ça que, mais ceci étant dit, cela a commencé bien avant, c'était 2013, le gouvernement Dilma Rousseff qui aussi mettait en question la démarcation des terres. Donc voilà, en effet, oui, il y a cette réflexion sur le passé dans le présent, mais surtout parce qu'il y a un recul par rapport à ces disons, droits des Amérindiens dans l'actualité. Voilà. Une autre question? Oui. Bon, moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt peut-être un commentaire. Déjà, j'ai trouvé les communications très très intéressantes. Et ce que je voyais aussi, c'est que loin de constituer des actes de destruction ou de vandalisme, ce sont des actions très créatives, vous l'avez montré par des exemples surprenants, et que ça posait aussi une question, voilà, c'est plus peut-être que juste une révalorisation mémorielle, mais qui va bien au-delà de ça, et un questionnement sur l'écriture même de l'histoire, qui écrit l'histoire et qui a les droits à l'écrire et comment. Donc je vois ça d'après ce que vous dites, hein, et d'un point de vue plutôt créatif que destructeur. Voilà, je sais pas si ça... Pour vous répondre, dans le cas que j'ai étudié, effectivement, ça va totalement dans cette... ça suit ce chemin-là. Et c'est effectivement l'une des conclusions auxquelles j'étais arrivé, que ces ateliers permettaient de créer un patrimoine immatériel de ce mouvement social. Et oui, qu'il y avait une tentative effectivement de se réapproprier, comme vous le disiez, les questions mémorielles, les questions qui écrit l'histoire, et le côté créatif, et surtout dans le dernier cas que j'ai étudié, très présent, où on va utiliser les limites de la technologie utilisée pour la détourner, alors qu'on détourne déjà un monument qu'on est censé reproduire pour le dématérialiser. Et juste pour répondre à la question qui a été posée et aller dans votre sens, parmi nous avons la chance d'avoir José de Norden, alors excusez-moi la prononciation, Nordenlicht, qui est un grand historien chilien de l'art et qui a pensé cette articulation passé-présent, les passés dans le présent, mais aussi futur, en montrant dans ses travaux qu'en réalité, ce que vous formuliez comme une écriture de l'histoire ou une réécriture de l'histoire était déjà une projection dans l'avenir d'un projet collectif. Voilà, mais il va certainement prendre la parole demain et peut-être tout à l'heure. Voilà.